Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce mensuel dont voici le sommaire. Le président de la République est déterminé à améliorer les conditions de travail dans le secteur de la pêche artisanale. Professeur Alpha Condé a réitéré cette volonté le mois écoulé à Koukoudé lors du lancement des travaux de désenclavement des zones de commercialisation. Les résultats du baccalauréat sont attendus demain lundi. Un fait insolite s'est passé au cours de cette évaluation à Mamou. Une candidate a accouché d'un petit garçon puis s'est aussitôt retournée dans son centre d'examen pour le reste de l'évaluation. Sport football, le mois de juillet a vibré au rythme de la CAN Égypte 2019. Le sélectionneur Paul Put est viré et le vice-président suspendu. Ce sont les premières mesures prises après la débâcle du Sili lors de cette compétition. Bonsoir et bienvenue à tous. La préfecture de Mandiana, affectée par le décès du sage de la localité, Elhadj Abdoulaye Sidibé. Ce matin, le président de la République, professeur Alpha Condé, était dans la famille au pleurer à Gbissia pour les condoléances d'usage. Les proches du défunt sont très touchés par cette marque de compassion du chef de l'État. Ils sont au micro de Sanassi Keita. Ndisa fala la Guinée tienne à Moussou, Fenfena, Yamania, na côté Odidi, la Guinée Côte Odidi, président de la Sénéma, elle belle la Bognaro. Oro, Kokulate, Kokorole, Anya Fola, Anya Ela, Anya Mena, surtout Nemenya Kanikafo. Na Fola Kotabra Bibra, il est professeur. Na Fola Kogibilimina, il est professeur. Na Fola Kubajangaro, ah. Alors, il y a que le temps, mais je dis à l'année de ma vraie Toluca, Nika Long, ou Cassia, moi, il y a Nika Montano, Pugna, il a ni moi là. En tout cas, la parole de Bellon, Ninga for non for, à tous ces bénins. Mais bien, voilà qu'elle a, Agno Lakali. Mansaker, Nafala, Kosaya Balaké, Villakungo, il a Kéatoro, il y a Sénétala, qui a mis le Liga, Cassiamia, Kao Sayafo, ah, il a placé là. Allez, la fois, on va la Kadija Banamba, ou Tala, sous un télé, à mi la route de Mana Wanyef. Oh, n'a pas la n'a pas le bien moulon. Quoi, Néni? Hey, moi, tiens fort à quelle télévision. Moi, tiens fort à quelle journalisme. À la calotte, qui la calotte, Agnès de l'Effort, Agnonier, comme le consigneur, n'a Sénémala, Agnès de l'Effort, de l'Union de la Kayawila. On va à la Massicanala. On va à Menia, à la Sabatilla. On va à la Massette de Gavana, à la Mamourikida. Président va connaître Ninkavo, Nimavo, Nela Franco Fly. Où est-ce que le dîner à la Massacette? Massacaba, il y a le dîner à la Kuno. Jamana Niki, Ngawe Bokunu, Nkone Moana, Namanungu, Mandavaro, Kovonaro, Felfi, Na Sama, Na Duma, Na Gilo, Na Jaman Kobi, I had a family. Ulini Malama Nana. I'm a Kumano. If I see him, was all about the next day, Lala Maxica, or Jimmy Tabayo, I need no Kumano. What can I can the Gina de Casida? What can I get? What's on the Casida? What about man in Drama? A Janamoso, a Janamova, I don't get lady. I can't run. Must I say a better? Must I say a better labor? Nilitama and Nilmatama, I think Masalu. I can't remember. I said, I just remember the big Fatama Willa. And the letter is Satara. I will read it. Il a lu au Bekra. L'homme n'a le co, qu'au fin de l'école Argenadi. Fin du mandement Argenadi. Ni ala hinara jomina kilado Argenadi, ni ala ni adiora ani jomina bo Bekeleno. Ou se wa feneka bo Argenadi. Nana masake ka fen tabi kadi mandema, kanadi manjanama, andi sewala o dumanye. Mais a wuli kana na mo ba sukoro kini nyala jamaninka jamaa yi odumanye na fulodi alama sibrakara amra latra a jamana me kuna ka jamana wonya ku aro alamo kera mo tana fu jula ka juwi de se kay kori kay ay labbe alamo le kera amra latra jamana me ni fefe na fe ka jamana na wanye fe kala ke ko bela wanye fe alamo kera
fɛn fɛn y'a fɛ ka jamana nin tɔɔrɔ k'a ala kɛ ka wuli a dɛsɛ ala m'o le kɛra n'a y'i yɛrɛ don ma se a ye jugu bolo k'a la ka ala kɛ ka i bɔ yan k'o an makɔnɔ jamana gbɛrɛ rɔ ala m'o le kɛra. Paix à l'âme du défunt. On enchaîne avec les événements qui ont marqué le mois de juillet. Tout d'abord, l'économie. Les performances de la Guinée ne sont pas passées inaperçues aux yeux de la BAD. L'institution a décidé de tripler son enveloppe en faveur de notre pays. Mais quels sont les secteurs concernés par cet engagement de la BAD? Quels sont les résultats attendus? Maïmouna Bella Diallo nous explique. En rehaussant son financement de 180 millions à 562 millions de dollars américains, la BAD prouve à suffisance l'intérêt et tout l'intérêt qu'elle accorde à l'émergence d'une Guinée nouvelle. Son président l'a signifié avec beaucoup d'éloquence aux autorités guinéennes au cours de son séjour en Guinée. Je pense qu'au niveau de la gestion macroéconomique, le pays se pose très bien. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été annoncés sur la diversification de l'économie. Je salue l'effort de son Excellence le Président sur l'effort sur l'engagement de la secteur privé. Vous savez quand même le pays, la Guinée a fait monter au niveau de la classement dans les doing business, ce qu'on dit en anglais, par 27 points classement, ce qui n'est pas quelque chose de très facile à faire. Ce que le président a mis en place sur le code minier, je pense que ça c'est très important. L'accent a été mis sur le PNDS, cet ambitieux projet qui booste les performances économiques et sociales de la Guinée. De l'agriculture aux infrastructures, en passant par l'énergie et les connexions routières, l'institution bancaire africaine est vivement présente. Et pour matérialiser cet intérêt, la BAD vient d'ouvrir son bureau pays à Conakry. C'est la consécration des nombreuses réformes engagées par les autorités. La vision du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, qui depuis son arrivée a permis à la Guinée d'être ouverte au monde et être ouverte aux institutions. Cette initiative, cette grande vision doit être saluée. Je crois qu'elle plaide en faveur de cette ouverture. Ensuite, les réformes économiques et financières engagées en République de Guinée ont plaidé en faveur aujourd'hui de cette embellie qui a amené la BAD à porter confiance à la Guinée jusqu'à créer son bureau en République de Guinée. Dans le domaine de la gouvernance économique, la BAD a contribué à l'amélioration de la gestion budgétaire et financière, au système de passation des marchés, au développement des infrastructures, comme c'est le cas de la route sous-régionale Boké-Kébou en Guinée-Bissau et le port maritime en eau profonde à Kamsar. Dans la même logique, la coopération avec la BAD a permis à 465 000 Guinéens de bénéficier à ce jour l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'accroissement ces dernières années de sa production énergétique, avec notamment le barrage Kaleta et l'électrification rurale. La BAD a également lancé son dévolu sur l'entrepreneuriat féminin, comme c'est le cas du projet AFAWA. C'est un programme qui vise justement à améliorer les financements adaptés destinés aux femmes. Parce que, comme nous le savons tous, c'est un gap. Les femmes peuvent avoir des compétences, les femmes peuvent vouloir entreprendre, mais c'est difficile pour le financement. La formation leur permettra de savoir comment préparer leur business plan pour avoir un projet bancable et qu'il puisse être financé par le projet AFAWA à travers les banques commerciales de la place. La récente visite du président à Dessina, qui a inauguré le bureau pays de l'institution à Conakry, est une preuve éloquente pour booster le développement de la Guinée. Pêche artisanale, le président de la République est déterminé à améliorer les conditions de travail dans le secteur. Professeur Alpha Condé a réitéré cette volonté le mois écoulé à Koukoudé lors du lancement des travaux de désenclavement des zones de commercialisation. Flashback avec Sanassi Keita. Nous sommes à Bofa, précisément dans le district de Koukoudé. Les citoyennes et citoyens de Koukoudé se sont massivement mobilisés.
dans l'allégresse pour témoigner de leur soutien aux actions de développement du président de la République. Le lancement des travaux d'aménagement de ce débarcadère de Koukoudé et la construction de la route d'accès de près de 5 km justifient parfaitement ce soutien sans faille de la population de Koukoudé au professeur Alpha Condé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous ne cessez de poser des actes de confirmation à travers tout le pays en général et à Bofa en particulier, où, entre autres actions, plus de 10 sociétés minières sont installées ou en phase d'installation. Sur cette lancée donc, vous nous offrez gracieusement aujourd'hui une route bitumée sur 5 km de piste pour faciliter l'accessibilité à Koukoudé, qui va abriter les nombreuses infrastructures que sont la construction d'une halle de poissons, un hangar de stockage des produits de la pêche, la rénovation et la modernisation d'un hangar de fumage de poissons existant, la construction d'un nouvel hangar de fumage de poissons, la construction d'un centre Internet pour la jeunesse Koukoudé, la réalisation d'un espace de réjouissance et de détente des femmes fumeuses de poissons. Ces réalisations que je viens de citer, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des infrastructures qui seront au service de la population. C'est la vie et l'avenir des habitants de Koukoudé. Le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime s'est fortement réjoui de cette volonté du président de la République, professeur Alpha Condé. Volonté visant à moderniser le port artisanal de Koukoudé. Il est important de vous signaler que ces travaux sont rendus possibles grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui a bien voulu accepter la restructuration du budget du PRAO et la prise en charge de l'indemnisation de l'ensemble des personnes et biens affectés par la construction des différentes infrastructures. Pour le président de la République, la pêche artisanale est exclusivement réservée aux Guinéens et à l'ensemble des citoyens de l'espace CEDEAO, d'où sa volonté de moderniser ce port afin qu'il soit un point de départ pour l'exportation du poisson à l'extérieur. Sages femmes et jeunes de Koukoudé, nous sommes heureux ce matin de venir vous aider à désenclaver votre port. Car actuellement, nous nous battons pour pouvoir exporter notre poisson sur l'Europe. Et pour cela, nous avons besoin de ports performants. Nous avons le port de Conakry que nous sommes en train de transformer. Mais Koukoudé est un port extrêmement important. Il faut qu'on en fasse donc un port moderne. Mais il faut que les populations de Koukoudé aussi veillent sur le port. La pêche artisanale est réservée aux Guinéens et aux citoyens de la CEDEAO. Aucun bateau étranger ne doit faire de pêche artisanale. Malheureusement, avec certaines complicités, il y a des bateaux qui appartiennent à des étrangers qui viennent pêcher ici. Nous avons donné l'ordre à la Marine nationale d'arraisonner tout bateau qui n'appartient pas à un Guinéen. Mais si les Guinéens se font complices des étrangers pour se faire porteur d'un bateau qui appartient à un étranger, on saisira le bateau aussi. Il faut que ça soit très clair. Aussi, nous voulons organiser la jeunesse. Ça fait plusieurs mois, on a dit qu'on va mettre 10 bateaux, 10 pirogues à votre disposition. Jusqu'à présent, vous n'avez pas créé de groupement d'intérêt économique. Comment voulez-vous qu'on puisse faire avancer les jeunes si au bout de 6 mois, 5 mois, vous n'avez pas créé de groupement d'intérêt économique? Donc, M. Sorel va rester, parce que les 10 pirogues avec moteur, filet sont prêts. Il va rester pour que vous formez 10 groupements d'intérêt économique de 8 personnes. Notre objectif est de remplacer ces pirogues que nous voyons qui n'assurent pas la sécurité en mer des pêcheurs. Et souvent, il y a des accidents. Nous voulons remplacer les pirogues en bois par des pirogues en fibre qui durent 15 ans et qui sont solides. Donc,
Si nous commençons par les jeunes, nous allons faire en sorte que tous les gens qui ont ces petits pirogues puissent progressivement disposer de pirogues en fibres et de moteurs et de filets. Mais si on met des choses à votre disposition, il faut être prêt à les employer. Donc, monsieur le ministre, nous allons être extrêmement rigoureux. La pêche artisanale est réservée aux Guinéens et aux citoyens de la CEDEAO. Aucun bateau étranger ne peut faire la pêche artisanale. On fabrique des bateaux ici. Ces bateaux doivent rester sur cale. Parce que quand ils ne sont pas sur cale, ils peuvent aller pêcher la nuit et revenir. Non seulement je rendrai ceux qui sont comme responsables, mais je rendrai les autorités, à commencer par le préfet, le sous-préfet, responsables. Et c'est très clair. Je serai impitoyable. On doit respecter la loi en Guinée. Le poisson est extrêmement important pour la vie de nos populations et pour le développement de notre économie. Nous n'allons pas accepter que nos mers soient pillées par la pêche clandestine. Donc, nous allons faire en sorte que Koukoude puisse être un port aussi moderne que Temenetai, afin que Koukoude serve aussi de port de départ pour l'exploitation des poissons en Europe. Nous allons faire les infrastructures qu'il faut. Pour le fumage, vous avez vu dernièrement à l'exposition à Corontin, des fumages venus de Niger qui permettent de ne pas utiliser le bois. Nous en avons commandé au Niger et nous allons faire fabriquer par nos artisans ici, afin que toutes les femmes fumeuses puissent disposer de ces moteurs sans utiliser de bois et dans les meilleures qualités. Je pense que bientôt il y aura quelques exemplaires qu'on va montrer. L'honneur revient ainsi au chef de l'État de procéder à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement du débarcadère de Koukoude et de construction de la route d'accès de près de 5 km. L'entreprise Africa Germany est chargée de réaliser les travaux pour un délai contractuel de 12 mois. Le gouvernement guinéen, sur instruction du chef de l'État, a déjà indemnisé toutes les personnes touchées par ce projet. Le secteur agricole, quant à lui, affiche de belles perspectives pour les filières d'exportation en Guinée. Une dynamique est engagée avec en ligne de mire des efforts pour booster la production locale et approvisionner le marché international. Falilou Diallo. Depuis le deuxième semestre 2018, une profonde restructuration est engagée pour transformer le mécanisme de promotion des exportations en Guinée. Un processus qui a découlé sur la validation d'une nouvelle stratégie de promotion des filières d'exportation. Ce document couvre la période 2019 à 2024 et 10 produits locaux dont la noix de cajou, le café, le cacao, la mangue, le fonio pour ne citer que ceux-là vont connaître un fort taux d'accroissement. L'idée est de booster la production locale et améliorer le niveau de vie des planteurs locaux. Une opération qui sera pilotée dans les 5 prochaines années par l'agence de promotion des exportations. Et les enjeux liés à cet exercice sont énormes dans un pays qui dispose d'une forte potentialité agricole, mais représente à peine 20% des revenus d'exportation. Aujourd'hui, l'économie guinéenne repose en majorité sur l'exportation minière. Mais si nous travaillons, si nous, l'AGIPEX, on est accompagnés, je crois que la tendance va s'inverser comme le veut le président de la République. Et si nous inversons cette tendance à ce que le secteur agricole soit le premier pilier dans l'économie guinéenne, on améliorera les conditions de vie des Guinéens, on va reculer le chômage des jeunes et la pauvreté va reculer dans notre pays. Pour permettre un meilleur accès des producteurs guinéens sur le marché mondial, le Centre de commerce international appuie l'opération. À ligne de mire, améliorer leur capacité de management et de mobilisation des ressources. Pour y arriver, des sessions de formation sont organisées à Conakry et dans l'arrière-pays. Des études ont été aussi menées sur la compétitivité de certaines filières d'exportation. Elles reflètent les ambitions des acteurs publics et privés en vue de créer à l'international des opportunités économiques pour ces filières.
Ils ont déjà identifié dans le plan stratégique les axes principaux, c'est-à-dire de bien utiliser l'information sur les marchés pour partager, créer de la connaissance là-dessus, de travailler beaucoup sur le développement des capacités des entreprises elles-mêmes, qu'ils ont des produits conformes, de qualité, avec les bons emballages, et que les entrepreneurs ont vraiment une connaissance améliorée sur les opérations à l'export. Ensemble, la Guinée est plus que jamais déterminée à diversifier ses exportations. Le pays veut aussi faire du secteur agricole le moteur de son développement économique. Avec la nouvelle dynamique enclenchée au sein de l'Agence guinéenne de promotion des exportations et une volonté politique affichée au plus haut niveau, l'espoir est permis. Éducation, on parle des examens nationaux. Les derniers résultats sont attendus, ceux du baccalauréat unique 2019. Pour les 2 premières évaluations, les statistiques tournent autour de 44%. Cette année encore, les examens étaient placés sous le signe de la rigueur. Mama Issata Kamara. Cette année encore, les examens nationaux sont organisés sous le sceau de la rigueur et de la tolérance zéro. Du 4 au 6 juillet, près de 29 000 candidats passent dans la sérénité le certificat d'études élémentaires. Contrairement aux 62% de l'année dernière, le taux d'admission national est de 44,46%. Pour l'encadrement scolaire, c'est le reflet du mérite intrinsèque des candidats. Les tentatives de fraude sont traduites à la justice. Au niveau de ce certificat de fin d'études, les 12 cas, retenez que ce sont des enseignants, des surveillants qui portaient le téléphone 2 cas et qui ont été signalés par des candidats eux-mêmes pour dire au délégué, monsieur le délégué, tel surveillant porte le téléphone. On en a trouvé 2 cas. Les 10 autres cas, c'est des cas de port de voile. Au niveau du brevet d'études du premier cycle, nous avons dénombré 72 cas de faussaires. Premièrement, 4 encadreurs, par négligence, qui n'ont pas prêté attention au port de l'épreuve constatée, ils ont été éliminés. 30 surveillants au total et 38 candidats. Au niveau du bac unique, nous avons eu à éliminer et mis à la disposition de la sécurité, je veux parler de la gendarmerie et de la police, 69 surveillants, 101 candidats également, pour des motifs que je viens de citer au niveau des candidats. Donc du reste, il faut féliciter le dispositif qu'on a mis en place. Au niveau du brevet d'études du premier cycle, BEPC, le taux d'admission n'a pas été meilleur. Sur les 140 000 candidats, un peu plus de 60 000 seulement porteront le bleu-blanc du lycée. Le taux de réussite affiché est de 44,11%. Seule consolation, comparativement à l'année dernière, les résultats de cette année au BEPC ont évolué sur le plan régional. Cette année, on va frotter un peu les mains parce qu'au niveau du BEPC, il y a eu progression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait présenté 45 206 et nous avons fait 33,06%. Et cette année, 48 236, nous avons fait 44,46% au niveau du BEPC pour la ville de Conakry. Mais on a été un peu embêtés pendant les 3 mois passés, donc ça a un peu perturbé les enfants. En attendant les résultats du baccalauréat avec ses 96 677 candidats, il y a lieu de noter qu'en dépit des chocs, le système de la formation de base se consolide. L'évaluation devient de plus en plus crédible. La vitesse de traitement de publication des résultats confère la transparence attendue. Après les résultats, place aux analyses et réactions constructives afin de rendre performante l'école guinéenne pour un futur rassurant.
Les résultats du baccalauréat sont attendus dans les prochaines heures. Un fait insolite s'est passé au cours de cette évaluation à Mamou. Une jeune candidate en état de famille avancée a eu des contractions pendant les épreuves de physique. Elle s'est rendue dans le centre de santé le plus proche où elle a accouché d'un petit garçon, puis s'est aussitôt retournée dans son centre d'examen. Ce soir, au compte de ce mensuel, notre reporter Kanos Mangalo revient sur l'histoire de Fatoumata Kourouma. Un fait rare, un courage salutaire, une femme désireuse à tout prix de réussir. La deuxième journée du baccalauréat 2019, Fatoumata Kourouma ne l'oubliera jamais. Alors, en état de famille, elle se rend au centre d'examen, ignorant qu'elle est sur le point d'accoucher. 2 épreuves attendent les candidats, mais pour elle particulièrement, il faudra en compter 3. La première, pour Kourouma, sera de mettre un enfant au monde avant de rejoindre rapidement les autres candidats. Même les cohabitants disaient de me reposer, non, non, je suis malade, je ne pouvais pas tenir. J'ai dit non, je vais aller. Maintenant, je suis partie jusqu'à l'école. Je suis restée là-bas. Le chef de centre m'a dit d'aller à, comment dirais-je, que c'est l'accouchement. J'ai dit non, c'est pas l'accouchement. Le moment n'est pas encore arrivé. Maintenant, je suis partie, on m'a dit d'aller à l'hôpital. Si c'est les douleurs seulement qui continuent, on va me donner les calmants, je vais me retourner au centre. Si c'est l'accouchement, je vais rester à l'hôpital là-bas, on va m'envoyer à la maison. On est rentré à la maternité, ils ont dit que c'est l'accouchement, que le moment est arrivé. J'ai dit d'accord. J'ai dit mais après l'accouchement, je vais me retourner au centre. Dans la salle d'accouchement, elle mettra au monde son deuxième enfant, un garçon. Sa volonté de réussir, surpassant les douleurs de l'accouchement, l'amène à reprendre le chemin du centre d'examen aux grandes dames de son époux et face à la stupeur des responsables du centre d'examen qui font face à une candidate qui vient à peine d'accoucher et déterminée à aller jusqu'au bout. C'est très rare, rien n'était prévu pour faire face à un tel cas. Moi, dès que j'ai accouché seulement, je me suis retournée au centre. Le délégué même a décidé que je ne vais plus continuer maintenant les épreuves. J'ai dit non. On avait physique et français. J'ai trouvé qu'ils ont lancé les épreuves. Je suis rentrée, j'ai dit non, je peux continuer. Et si je n'ai pas de vertige, j'ai dit je n'ai rien, je me sens très bien. Je suis rentrée maintenant, je peux continuer. Pour son époux et ses voisins, cette rage de réussir est source d'admiration et de fierté. L'acte de Fatoumata motive davantage les autres femmes et réconforte son époux. Quand je suis retourné à l'hôpital, on m'a dit que madame est partie. Bon, depuis bien avant notre mariage, je sais ce qu'elle me disait. Elle dit, ah, comme je suis en train de continuer les études, tu vas me permettre d'étudier. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit qu'elle est partie. Vraiment, j'ai encore redoublé de sentiments de courage pour elle. Comme elle est partie pour l'avenir, vraiment, j'étais très ravi. Après la journée du baccalauréat, la demeure familiale de la candidate au courage exceptionnel a été prise d'assaut par de nombreuses personnes venues la féliciter. À Mamou, elle incarne désormais le courage féminin en milieu scolaire. La réalité qu'elle a vécue relance cependant le débat sur la gestion des cas de grossesse avancés durant le baccalauréat. Lors des périodes d'examen, de nombreuses femmes enceintes ne peuvent aller jusqu'au bout, ce qui impacte leurs chances de réussite. Le mois dernier, les Guinéens ont eu écho de la sortie d'un 3e livre du président de la République. Intitulé « Une certaine idée de la Guinée », l'œuvre retrace la saga Alpha Condé riche en enseignements. Un parcours qui cadre avec l'histoire contemporaine de son pays. Abdoukarim Kamara a parcouru quelques lignes pour nous. Il faut soutenir bien des combats pour vaincre ses passions. Oui, lutter pour la bonne cause. Dans ce livre, les idées du président écrivain lui confèrent cette identité. Une identité dont l'honneur appelle les Guinéens au combat de patriotisme, de civilité, d'esprit et de courage. Alpha Condé se raconte à travers une certaine idée de la Guinée, après avoir fait une idée de tout ce qu'il a enduré, même étant président de son pays. D'abord, les ambitions de l'homme, jeune leader dès l'âge de 15 ans. Des ambitions qui le portent à l'époque à la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire
à Paris où il commence à se faire remarquer dans la promotion de l'africanité. Ses motivations n'ont pas été pour lui un long fleuve tranquille, mais il les portera encore plus loin. Il estime que les débuts de son combat ont été ardents, mais il a fait sienne l'idée selon laquelle l'ambition dont on n'a pas le talent est un crime. La deuxième partie de l'ouvrage nous enseigne qu'entre l'ambition et la conviction, il n'y a qu'un pas à franchir. Désormais, Alpha Condé enfile la tunique du politique, un chemin parsemé d'embûches pour celui qui a de tout temps rêvé à rassembler les Guinéens partout dans le monde. Là aussi, l'exemple du leader du Rassemblement du peuple de Guinée en est un. Tel un athlète, le professeur tombe et se relève des coups bas contre vérité et mensonge, sans perdre de vue l'itinéraire de son combat politique. Certes, des signes de découragement et d'abandon ont fragilisé les rangs de son parti, le RPG. Mais Alpha Condé n'a de tout temps pas été un homme du genre à se laisser vite manger sa laine politique sur le dos. Par son courage et sa sagacité, pas un seul jour, il n'a songé abandonner ses convictions politiques. Mais doté d'un mental d'acier, à l'image des gladiateurs de la Rome antique, Alpha Condé leur a toujours montré que le politiquement correct, c'est lui. À ses militants, il a de tout temps démontré que la politique n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. À force de persévérer dans sa conquête, il finira par trouver le précieux sésame qu'il a tant convoité en accédant à la magistrature suprême de la Guinée en 2010. Loin de résumer l'idéal de son combat à sa position politico-sociale, l'auteur du livre s'évertue dès les premières heures à tourner la page du désespoir et ouvrir aux Guinéens le chemin des années d'espoir. L'homme est convaincu que le progrès est le véritable sens de développement dont il a toujours nourri l'ambition pour son pays. Il hérite d'un pays longtemps mis au banc des nations. De surcroît, un pays dont l'économie est exsangue par des années de malgouvernance. Commence ainsi pour lui le difficile et long chantier de promotion de la destination Guinée, pour que celle-ci retrouve la confiance de la communauté internationale. Le président est aussi convaincu que pour accomplir cette mission, il faut se saigner aux 4 veines. Le professeur, président, écrivain tente ainsi d'égaler le succès de sa morale au triomphe de sa politique pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Religion, le dernier convoi des pèlerins guinéens a quitté Conakry ce matin pour la Mecque. Cette année, le gouvernement a pris des dispositions pour moderniser le Hajj, notamment par la mise en place d'une plateforme innovante et un logiciel pour gérer les pèlerins. Aboubacar Diaby. Cette année, ce sont plus de 8000 pèlerins guinéens qui vont effectuer le Hajj à la Mecque. La compagnie Ethiopian Airlines assure le transport en 27 convois. De l'inscription à la vaccination en passant par la formalité d'embarquement, toutes ces opérations se font dans la sérénité. De nouvelles mesures sont prises par le secrétariat général des affaires religieuses ici, mais aussi à la Mecque, pour faciliter le pèlerinage aux fidèles musulmans du pays. Vraiment, la manière de leur organisation m'a tellement satisfaite que je suis contente. Je vais à la Mecque au pèlerinage de cette année très ravie. J'ai trouvé que vraiment notre compagnie est formidable. Je souhaite que tout le reste encore continue comme nous qui avons eu la chance d'avoir le premier combat. Je suis vraiment comblé de joie, de satisfaction et je prie Dieu qu'il me donne la force, la santé nécessaire pour effectuer ce pèlerinage afin de pouvoir prier pour moi-même, pour ma famille, pour toute la nation guinéenne. Cette année, l'organisation du Hajj a connu un changement. Des innovations sont faites pour améliorer les conditions de départ, de séjour à la Mecque et de retour au pays. L'attroupement des pèlerins au centre islamique de Donka est désormais un lointain souvenir. D'abord, il a été question de décentraliser l'opération de vaccination des pèlerins sur 5 sites à travers la capitale. Une manière de contribuer à la fluidité de la circulation. Vous avez vu qu'on a essayé cette fois-ci de poser des jalons très importants dans le cadre du processus d'organisation du pèlerinage dans notre pays. Ça ne se limite pas là-bas seulement, ça va continuer jusqu'à le séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Sur
Suite aux différentes leçons tirées des précédents Hajj, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est personnellement impliqué pour faciliter les démarches d'obtention de visa aux pèlerins guinéens. Il a préfinancé à 50% les frais de visa et autres frais liés à ce voyage religieux. Le président de la République m'a demandé de venir m'assurer que les conditions sont remplies pour que nos pèlerins ne connaissent pas les difficultés d'antan. S'assurer que les vols partent à temps, les pèlerins ne retardent pas à l'aéroport, les conditions sont prises pour leur accueil et que tout se passe dans les conditions normales comme ailleurs en Afrique. À ce jour, 25 vols sur 27 des pèlerins guinéens sont déjà à Guéda. Guides, médecins, administrateurs et autres journalistes sont présents aux côtés des pèlerins. Dans quelques jours, ils vont entamer le pèlerinage qui leur permet d'accomplir le 5e pilier de l'islam. À rappeler que cette année, le frais d'inscription au Hajj a été fixé à 43 millions de francs guinéens. Sport football, le mois de juillet a vibré au rythme de la CAN Égypte 2019. Le sélectionneur Paul Putte est viré et le vice-président de la FEGIFOOT suspendu. Ce sont les premières mesures prises par l'institution après la débâcle du Sili lors de cette compétition. Une enquête indépendante est en cours pour situer les responsabilités. Abdulaziz Baldé. Loin des promesses, le football guinéen a encore du chemin à faire. La débâcle du Sili national à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en est la preuve parfaite. Les résultats obtenus étaient loin des attentes et resteront longtemps dans les esprits. Avec une belle campagne pendant les éliminatoires, la bande à Paul Putte a affiché une prestation insipide pendant le tournoi. Qualifié in extrémiste pour le second tour parmi les meilleurs troisièmes, le Sili senior a été dominé et surclassé par le futur champion d'Afrique, l'Algérie. Un fond de jeu convaincant, une équipe complètement à la ramasse. Le Sili national a douché les espoirs des tricolores aux grandes dames de toute une nation. Les coéquipiers d'Ibrahima Traoré encaissent un score de 3-0. Le score est de trop pour un pays qui aspirait à atteindre cette fois-ci le dernier carré de cette 32e édition. Hélas, la compétition n'a pas souri aux Guinéens. Les réactions à chaud se multiplient et les conséquences sont immédiates. Dans la presse, la déroute de l'équipe nationale est commentée. Et la somme allouée pour cette compétition a fait la une de plusieurs tabloïds. Dans l'urgence, le gouvernement s'en mêle. Le Premier ministre appelle à un audit pour expliquer la gestion des fonds. Dans l'obligation de réagir, les responsables de l'instance de football guinéen décident de se séparer du technicien belge Paul Putte pour tempérer les ardeurs des mordus de Cuiron. Malgré cette décision, certains fans de l'équipe nationale ne sont pas encore rassurés de la crédibilité de cette fédération dirigée par Antonio Souari. Après plusieurs tractations et réunions techniques, le premier vice-président de la FEGIFOOT, Amadou Diaby, est suspendu par la commission d'éthique. Le technicien belge affirme dans son rapport, avant même son limogeage, qu'il versait 10% de son salaire à ce dernier. Une grande première pour le football guinéen. En attendant l'aboutissement des enquêtes, le feuilleton de Sili national se poursuit sur tapis vert. Aujourd'hui, la Guinée reste sans entraîneur pour diriger une équipe en quête de profondes réformes. À quelques mois seulement des éliminatoires pour la CAN 2021, les regards sont braqués vers la fédération. Quelle image le prochain Sili nous montrera-t-il? L'avenir nous le dira. Et puis, pour parler de ce parcours du Sili national à la CAN Égypte 2019, nous recevons sur ce plateau M. Kerno Saïdou Diakité. Il est consultant sportif. Bonsoir, M. Diakité. Bonsoir, Mme Kamara. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons suivi ensemble la participation du Sili national lors de la CAN Égypte 2019. Quel regard portez-vous sur cette participation peu honorable? Oui, comme vous le dites si bien, cette participation n'a pas été dans l'attente des nombreux fans du Sili national parce que nous misions sur cette équipe pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Malheureusement, notre équipe a été éliminée en 8e de finale de la façon la plus déshonorante. Et donc c'est avec une grande déception que nous avons suivi le match contre l'Algérie, match au cours duquel nous avons
pris fin dans cette compétition. Et quelles leçons faut-il tirer? Bon, il y a beaucoup de leçons à tirer. Au-delà des résultats techniques enregistrés par le site national, à mon humble avis, je pense qu'on doit porter un regard critique sur la gestion actuelle du football. Et pour ce faire, moi je pense que l'on doit impliquer tous les acteurs de ce football afin qu'on puisse identifier les facteurs de blocage qui freinent l'évolution de ce football pour qu'on reparte d'un bon pied dans les années à venir. Les premières leçons à tirer, c'est que le sélectionneur Paul Putet est viré, le vice-président suspendu. Est-ce que c'est des mesures suffisantes? Non, en fait, bon, le sélectionneur est limogé. Cela va de soi. Vous savez que l'entraîneur est le premier responsable des résultats techniques que l'équipe enregistre lors de la compétition. Il avait un contrat d'objectifs. Les objectifs n'étant pas atteints, c'est de bonne guerre qu'il puisse être limogé. Bon, la commission éthique de la Fédération guinéenne de football s'est autosaisie de certaines allégations de corruption dans l'encadrement de l'équipe nationale. Cette commission éthique est en train de siéger. Une instruction est en cours et peut-être dans les jours à venir, les résultats de cette enquête seront connus avec des décisions prises par cette commission. Au-delà de ces deux mesures prises par la fédération, je le répète et je le souligne encore, il va falloir qu'on porte un regard critique sur la gestion du football pour nous permettre d'aller sur un bon pied. Figurez-vous qu'en ligne de mire, nous avons la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar, une compétition à laquelle la Guinée n'a pas encore participé. Et la crise actuelle au sein de la FEGIFOOT, est-elle subite ou pour que personne ne l'ait vu venir? Non, il y avait des signes avant-coureurs, figurez-vous, sur cette élimination. Parce que lorsque l'entraîneur a publié la liste des 23 joueurs convoqués sur les antennes de certains de vos confrères, moi j'avais dit que certains joueurs qui ont été écartés avaient leur place au sein de cette équipe. Par exemple, le meilleur buteur du championnat national, le meilleur joueur du championnat national, le meilleur gardien devait indubitablement figurer sur la liste des 23 que l'entraîneur a convoqué. Ensuite, le stage bloqué qui a eu lieu à Marrakech, sur 3 rencontres test, nous avons enregistré 3 défaites. Et donc, c'était des signes précurseurs. Absolument, c'était des signes précurseurs et malheureusement, l'entraîneur, on a pensé qu'il allait tirer parti des lacunes et faiblesses que l'équipe avait démontrées lors de ces matchs. Malheureusement, il a insisté sur ces certitudes et malheureusement pour nous, nous avons été éliminés en 8e de finale. Et puis, qu'est-ce qui explique réellement ce que pour certains s'apparente à une malédiction, c'est-à-dire une finale cadette non jouée, une finale U17 jouée et perdue, mais avec sanctions lourdes, y compris des médailles à retourner? Oui, bon, moi je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes l'objet d'une malédiction. Il faut être serein et être objectif. Nous sommes quelque peu victimes d'une gestion, je dirais, quelque peu laxiste du football. Je le dis, et ça n'engage que moi. Il va falloir recadrer la gestion du football et c'est pourquoi j'insiste encore une fois, au-delà des mesures déjà prises, il va falloir que sous l'esprit du Comité national olympique et sportif, qu'on puisse se pencher sur les problèmes qui assaillent le football guinéen afin que l'on puisse renouer avec les performances d'antan. L'espoir est donc permis? Absolument, je suis un optimiste de nature. Je pense que si le diagnostic est posé, des solutions idoines seront trouvées pour que le football rayonne comme par le passé. Merci, monsieur Kerno Saadou Diakité. Je rappelle que vous êtes consultant sportif. C'est moi qui vous remercie. Ce journal, le mois de juillet, nous a aussi plongé dans la tristesse. L'oiseau de Sankara s'est envolé à jamais, une belle voix qui s'éteint pour toujours. Depuis la sortie de son premier album, Kerfala Kanté, l'oiseau de Sankara vole de succès en succès. Artiste, chanteur, compositeur et arrangeur, Kerfala Kanté a marqué son temps avec plusieurs albums et de nombreux tubes à succès. Hassan Hilal Silla revient sur son parcours.
Au petit matin du 19 juillet 2019, Conakry retenait son souffle car les horloges funèbres de l'ensemble du pays sonnaient la fin. Non pas du patrimoine musical, mais de la vie de celui qui a bercé les oreilles des millions de mélomanes de la sous-région ouest-africaine pendant plus de 30 ans. Mais alors, que reste-t-il de l'héritage de l'oiseau de Sankara? En plus de ses 3 épouses et de ses 2 enfants, le prodige de Farana a laissé derrière lui une discographie enrichie de plus de 6 albums qui ont tous connu à des degrés différents des succès fulgurants. Il faut retenir de l'homme son originalité de par son ancrage dans la tradition musicale mandingue. Sa créativité artistique entre chaque album qui gardait sa particularité, mais aussi sa fertilité exprimée par le nombre d'albums et de doubles albums. Kerfala Kanté n'aura pas vécu en vain. Il a atteint son objectif, celui de la transmission du savoir de père en fils, comme lui il a reçu de son paternel la maîtrise du balafon et de la guitare. On retiendra de lui la particularité des thèmes abordés au fil des morceaux, tels que Mansaba concernant les vertus sociales et religieuses, Sunkare Kemo pour parler de l'amour paternel ou encore Unité africaine pour montrer son panafricanisme. On retiendra enfin de l'oiseau ses envolées musicales qui ne tarissaient jamais d'enseignement. Dors en paix, Kerfala Kanté. Repose en paix, l'oiseau de Sankara, ainsi va la vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et à très bientôt.